Bonjour, bienvenue à la Joute. Mine de rien, on n'est plus qu'à 2 semaines des élections fédérales. Une campagne électorale imprévisible, des chefs qui étalent tous leurs faiblesses à tour de rôle, plusieurs électeurs indécis. Bref, les ingrédients sont réunis pour une fin de campagne enlevante. Que la Joute commence. Bon congé de la fête du travail à tout le monde. Bienvenue à cette édition de la Joute. Vous reconnaissez dans l'ordre Elsie, Mathieu Bock-Côté et Luc Lavoie. J'en profite pour saluer le retour de Luc Lavoie à la Joute après quelques mois de vacances, un peu plus que ça, à l'extérieur. Luc, content de te revoir et te revoir à la Joute et de te revoir dans l'équipe de la Joute. Très heureux d'être là, vraiment. Mine de rien, cette campagne-là qu'on disait plutôt monotone jusqu'à maintenant, Luc, tu es d'accord? Ça va s'avérer une boîte à surprises jusqu'à la fin, ça, là. Oui, ça va être une boîte à surprise jusqu'à la fin, mais essentiellement parce qu'il n'y a pas de contenu dans cette campagne-là. Quand tu n'as pas de contenu dans une campagne, ça va dans n'importe quelle direction. Trudeau nous est arrivé avec un étalage de « je donne des candidats à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, puis je déclenche l'élection, même si c'est une pandémie ». Vous avez de l'autre côté M. O'Toole qui, lui, a pris la tête d'un parti conservateur en faisant des beaux yeux doux à ceux qui étaient anti-avortement puis à ceux qui étaient pour armes à feu. Là, aujourd'hui, il faut qu'il pédale, il ne sait plus comment s'en sortir. T'as Yves-François Blanchet. Moi, je le trouve bon, Blanchet, qu'est-ce que tu veux? Il s'exprime bien, c'est structuré, tout ça. Mais mes amis me disent, oui, mais ça fait arrogant. Là, je comprends pas, là, parce que je trouve que je parle pas du contenu de sa campagne, il n'y en a pas plus ni moins que les autres. C'est juste qu'il s'exprime bien, construit des idées de façon extraordinaire, mais on me dit que c'est de l'arrogance. Mais là, je comprends pas. Mathieu, comment tu réagis? Luc Lavoie qui loue le travail de M. Blanchet, chef du Bloc. Ben, c'est que c'est un homme objectif, mais à tout le moins sur ce coup. Mais non, sérieusement, je pense que dans cette campagne-là, ce qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, il y a le Parti libéral qui est en déroute, le terme est fort, mais il pointe quand même dans la bonne direction. C'est-à-dire le Parti libéral ne sait pas sur quoi faire campagne, donc il ressort la machine à faire peur contre les conservateurs, comme si les conservateurs étaient des talibans du Grand Nord. Et de l'autre côté, les conservateurs sont intimidés idéologiquement par les libéraux. Donc, plutôt que de combattre les libéraux, plutôt que de remettre en question leur vision, plutôt que de dire « vous nous faites un mauvais procès », on en reparlera tantôt sur la question des armes à feu, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent de faire une espèce de tcha-tcha-tcha médiatique pour chercher, finalement, à avoir l'air des libéraux moins pires que les libéraux, sans avoir leur propre vision. Donc, à travers ça, les libéraux sont politiquement en déroute, mais idéologiquement dominants, et les conservateurs sont politiquement en ascension, mais idéologiquement dominés. À travers ça, le Bloc réussit à conserver sa base sans avoir une véritable ascension, et paraîtrait qu'il y a un quatrième parti, le NPD, mais on le voit plus ou moins. Elsie? Bien, Justin Trudeau misait beaucoup sur la pandémie, puis ça lui a joué un tour au début de la campagne parce que les trois chefs de l'opposition ont réussi à démontrer que, probablement, c'était improvisé son déclenchement de campagne, puis que la thématique, dans le fond, faisait aucun sens si on se lance en élection en pleine pandémie. Tu sais, je veux dire, ça tenait pas la route. Donc, je me demande, moi, si le face-à-face de la semaine passée n'a pas eu finalement un certain impact parce que ça aurait peut-être freiné là, la dégringolade libérale. Puis, Erin O'Toole, qui n'a pas nécessairement mal paru, mais a tout de même laissé beaucoup de flou sur plusieurs questions. Puis, on le voit aujourd'hui, tu sais, toute la fin de semaine, dû se débattre sur la question des armes à feu. Puis ça, c'est un coup qui a fait mouche de la part de Justin Trudeau pendant le débat. Donc, il reste juste 2 semaines, comme tu disais au début. Donc, ça va très vite, cette élection-là. Puis, ça va être particulier de voir les thématiques qui vont émerger. Bon, si je peux ajouter quelque chose. Oui, j'allais ajouter quelque chose. Je suis pas convaincu qu'O'Toole contrôle son caucus et ses organisations autant qu'il le dit. En d'autres mots, d'ici 2 semaines, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir quelques accidents de parcours parce qu'il n'y a pas cette position dominante que d'autres ont eue. Par exemple, Stephen Harper était très dominant à son parti. Mulroney était très dominant. Mais lui, je pense pas qu'il l'est, puis je pense pas qu'il... Enfin, je trouve qu'il fait pas de mauvaise campagne, mais il pédale dans le chenoute, pas à peu près. Parce que c'est un peu l'histoire de la fin de semaine et de la journée aujourd'hui. Est-ce que les libéraux ont flairé une faille, justement, dans l'armure de M. O'Toole jusqu'à maintenant, qui résistait, là, autant soit peu, à ce type d'attaque-là? Écoutons Justin Trudeau. Vous allez voir, Elsie, tu soulignes, depuis le face-à-face, certains estiment que M. Trudeau est regaillardi là, par cette campagne-là, qu'il avait peine à justifier. Voyez-le aujourd'hui sur la question des armes à feu. Il vient de changer sa plateforme, soi-disant. Mais c'est pas ça du leadership. C'est pas ça de l'intégrité. De faire une promesse à l'un, mais de dire à d'autres que non, on va pas le faire finalement. Surtout sur quelque chose de si important comme
la sécurité des Canadiens et les armes militaires de style assaut, ben, ça n'a pas de bon sens. Mais on le sait depuis longtemps que Erin O'Toole est très à l'aise de dire une chose à un groupe et d'autres choses à un autre groupe parce qu'il va tout faire pour se faire élire. Ah, je veux dire, Trudeau, hein, il est mieux de faire attention quand il attaque quelqu'un sur l'intégrité. Si j'étais lui, je serais prudent. Mais Non, sur la question que M. Trudeau soulève et la façon qu'il le fait aujourd'hui. Mais c'est lunaire, moi, je trouve. Là, on invente un enjeu de campagne sorti de nulle part. C'est dans la question des armes à feu. On sort ça, puis là, ça devient un référendum sur les armes à feu contre Erin O'Toole. En ce moment, les questions d'insécurité au Canada, parce qu'il y en a, c'est lié aux gangs de rue. C'est pas des armes qui ont été achetées au Canadian Tire du coin, ou au Baron, ou au Monsieur Chasse. Ces armes-là sont des armes de contrebande pour l'essentiel, c'est des armes de guerre, des vraies. Donc là, il ne faut pas tout mélanger. On a une question d'insécurité, et là, c'est comme si finalement les libéraux viennent de trouver que l'avortement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on décide de faire une espèce de référendum improvisé sur les armes à feu. Mais en même temps, Mathieu, c'est la même chose avec, bon, tu l'as mentionné, l'avortement, ils ont essayé de le faire coller, ça n'a pas collé. Et Dieu soit loué, après tant d'années, parce que moi, j'ai couvert des campagnes électorales en 79, 80, 84. Dans ce temps-là, là, l'épouvantail à Moineau, là, c'était la peine de mort. Finalement, on n'en parle plus. Là, le nouvel éventail à Moineau, c'est soit les armes à feu, soit l'avortement. Justement, l'enjeu pour moi, il est assez grave. C'est-à-dire, les libéraux font une campagne artificielle. Mais ce qui est embêtant là-dessus, c'est que les conservateurs, je le disais plus tôt, sont complètement dominés. Ils sont pas capables de dire un instant, le problème en ce moment, l'insécurité, c'est une chose. Ouais. Les armes pour les chasseurs, c'en est une autre. Donc, ils savent juste pas quoi répondre, puis ils espèrent que l'enjeu passe et coule sans qu'il n'ait à répondre. C'est ça, un parti idéologiquement dominé. Il est impuissant quand vient le temps de répondre. Mais là, est-ce que les conservateurs ne commencent pas non plus à s'auto-pelure de bananiser? Je m'explique. Regardez cette déclaration. C'est un candidat conservateur, là, Damien Kourek, qui, va, dans une prise de position, va carrément à l'encontre des propos publics de son chef qui dit que les armes d'assaut, les armes militaires, continueront d'être bannies. Or, dans le programme, dans le programme conservateur, je l'ai lu, là, page 96, il est dit qu'on va abolir les décrets qui interdisent ces armes-là. Et là, au fond, ça pose la question, qui croit, là? Qui croit? Bien, exactement. Puis moi, contrairement à mes deux collègues, je trouve que c'est des questions qui sont très importantes parce que c'est des questions de valeur de fond, de projet de société. Donc, l'avortement, effectivement, ça n'a peut-être pas aussi, ça n'a pas été une attaque frontale comme ça l'a été pour Andrew Scheer à la dernière élection, mais ça laisse une trame de fond. Puis là, on a vu au Texas, pas plus tard que la semaine dernière, où là, finalement, des politiques et des élus et des mouvements qui militaient par en dessous depuis des années ont réussi à toucher la cible. Donc, sur l'avortement, ça reste en trame de fond. Et à ça s'ajoutent aujourd'hui les armes d'assaut. Tu sais, comment on peut, dans un pays en 2021, encore parler de ce débat-là, puis qu'il y a vraiment des élus puis des députés, parce que c'est pas des petits militants, là, dans le fond, là, d'un sous-sol qui parlent de ça, là. C'est le caucus. Donc, le caucus parle d'avortement, parle d'armes. Puis, bon, ben là, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement dans la campagne électorale, mais tu sais, il y a je veux dire, l'ouest du Canada, c'est le pétrole, puis des climato-sceptiques. Donc, cette trame de fond-là, elle est très importante, puis ça fait mal aux conservateurs parce que ça montre finalement le fond de leur idéologie. Mais moi, je trouve... J'y vais, OK. Ce qui me saute aux yeux aussi, c'est que les vrais enjeux, Elsie vient de parler de certains d'entre eux, les vrais enjeux, les Autochtones, ce qu'on a vécu comme traumatisme en découvrant les charniers puis les pénitenciers autochtones, on n'en parle pas. On en parle juste un petit peu. S'il y a un sujet qui demande du courage politique, c'est bien celui-là. Il semble que personne ne l'a. On pourrait continuer comme ça. Ils ont toujours des bas de fond. Par exemple, politique étrangère. Politique étrangère, notre problème présentement, il est à peu près situé là. On est en problème sérieux avec la Chine. On a des problèmes sérieux avec l'Inde qui n'a pas aimé faire rire d'eux autres quand ils étaient là en visite. On a des problèmes avec d'autres pays un peu partout dans le monde. Ça devrait être un enjeu parce que nous sommes un pays marchand. On a besoin des autres. Bon. Mais moi, je trouve, il y a cela dit, juste un mot, il y a un côté épouvantail avec les conservateurs. Je crois que notre ami Elsie s'y prête peut-être un peu. On s'invente un parti, je le dis, un parti caricatural. On l'invente pas, il existe, Mathieu. Non, justement, je pense que tu en fais une lecture si caricaturale. C'est une lecture caricaturale et qui, à ce point, décrochée de la réalité, qu'on projette ça, on se crée un fantasme, puis là, on combat le fantasme comme tout auteur de Don Quichotte.
dans les circonstances, le Parti conservateur est un parti de centre-droit conservateur, pas très combatif idéologiquement. Il y a des militants bizarres, il y a quelques députés bizarres, il y en a dans tous les partis, mais les seuls qui nous intéressent, c'est les conservateurs là-dedans. Les extrémistes qu'on trouve de gauche, qu'on trouve au NPD, ça n'intéresse personne. Les communautarismes religieux extrêmes qu'on trouve au Parti libéral, ça n'intéresse personne. Mais le Parti conservateur, à cause d'une petite minorité militante qui est très active et très sonore, là, ça nous excite. On crée un fantasme, on crée une caricature, puis on évite de débattre du vrai programme de ce parti qui va au-delà de la caricature que tu nous proposes. Si je peux me permettre, là, Erin O'Toole, en 2017, lors de la course à la chefferie, est arrivé en 3e position, puis il s'est fait le défenseur des lobbies pro-armes. Donc, il a dit, lui, que s'il prenait le pouvoir, il allait enfin réussir, puis c'est le seul qui a obtenu une cote de A pour la démonstration de son programme là, efficace pour ramener là, les armes à feu. Donc, tu sais, c'est pas marginal, c'est pas quelques huluberlus, c'est une part importante du caucus de députés. Oui. Donc, c'est la même chose sur l'avortement. Donc, les députés pro-vie sont importants dans le caucus. Ils font presque 50 de leurs élus. C'est pas marginal. Donc, on peut pas dire que c'est marginal. Il y a la question des armes à feu, mais plus généralement, est-ce que ça pose pas, je parlais de brèche dans la faille, ça pose pas le problème, au fond, qui croire au Parti conservateur? Et est-ce que les libéraux ne parviennent pas dans l'imaginaire à créer l'impression, est-ce qu'il y a peut-être un agenda caché quelque part que le chef n'étale pas? Non, mais je pose la question parce que, voyez la question a été reposée encore une fois à M. O'Toole aujourd'hui et ça le suit depuis plusieurs jours déjà. Là. Voyez aujourd'hui ses propos. Je suis le chef et on va maintenir nos restrictions en ce qui concerne les armes à feu et avoir un processus pour une revue de notre système de classification, d'enlever la politique. Et c'est très important pour moi d'avoir une approche sérieuse, ciblée sur la sécurité publique de nos villes, nos banlieues, nos communautés rurales, et de respecter le statu quo maintenant et avoir un processus indépendant. Ben moi, je vous répète, j'ai encore quelques contacts chez les vieux bleus au Canada anglais. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas O'Toole encore comme un chef suffisamment fort pour dicter des prises de position au parti, pas à son caucus, pas à son organisation. Alors, ce que je prédis, en d'autres mots, c'est que d'ici 10 jours, c'est-à-dire quand on va être 3, 4, 5 jours avant l'élection, là, il va y avoir des dissidents, il va y avoir du trouble. Ça ne sera pas facile pour O'Toole. Permets-moi de retourner la question. Là, Justin Trudeau, apparemment, s'est converti à la nation québécoise il y a quelques mois autour de la reconnaissance de la nation. Il y a 9 ou 10 de ces députés au Québec, si je ne me trompe pas, au Québec, qui ont refusé de reconnaître tout le discours sur la nation. Qui croire au Parti libéral? Justin Trudeau ou sa base militante libérale du Québec qui refuse l'idée même de nation québécoise? Pourquoi cette question-là, on la pose seulement aux conservateurs? Puis je le dis, je ne suis pas un conservateur canadien-anglais, pour le dire ainsi d'un euphémisme. C'est pas exactement ma famille de pensée. Ah bon? Mais le 2 poids, 2 mesures est tellement systématique dans tout ça, ça me choque, ce 2 poids, 2 mesures. Qu'on demande pour les libéraux, c'est qui le vrai patron idéologique là-dessus? Trudeau et ses belles paroles ou ces députés québécois qui refusent de voter pour la nation? Qu'on demande pour le NPD, est-ce que c'est M. Green qui avait traité de raciste d'autres députés à la Chambre des communes ou c'est M. Singh qui fait, encore une fois, qui a une espèce de tango pour ne pas reconnaître ce qu'il pense? Non, il n'y a qu'avec les conservateurs qu'on se pose cette question. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un devoir de justice dans cette campagne, puis sans défendre eux en particulier. C'est pas mon créneau. Je dis simplement que si on n'a pas ce devoir de justice, on participe finalement à la propagande du Parti libéral. En même temps, est-ce que M. O'Toole ne paie pas le prix, au fond, pour sa propension à rester dans le périmètre des réponses préparées, de la cassette, en quelque sorte? Et on a vu des commentaires après le face-à-face des gens, des Québécois, des Québécoises et des spectateurs qui se posaient la question, pourquoi répond-il pas à des questions toutes simples? Par exemple, le 6 milliards, oui ou non, le Québec va toucher le chèque. Il n'a jamais répondu. Alors donc, ça prête flanc, ça. Vous pensez pas, Luc? Exact. C'est clair que ça porte flanc, ça. C'est clair, comme de l'eau de roche que ça porte flanc, ça. Je veux dire, on joue avec des idées qui, en fait, sont même pas accrochés à la réalité présente. On s'invente une espèce de campagne qui joue dans une espèce d'espace sidéral, je sais pas trop quoi, mais les vrais dossiers, les vraies affaires. Par exemple, ils sont toujours en train de parler de création d'emplois, mais moi, je sais pas, je lis les journaux, je regarde ailleurs, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, de quoi parlent-ils exactement? Je suis pas sûr de bien comprendre leur affaire. Non, ça, je suis d'accord, cela dit. Le problème de M. O'Toole, c'est qu'il fonctionne dans le périmètre des réponses autorisées. Il s'est inventé quelques slogans entre lesquels il navigue. Il en prend un, il en prend l'autre. Il jongle entre ces slogans.
mais on a l'impression, finalement, qu'il craint, finalement, que s'il sort de ce périmètre autorisé, de se faire emporter dans polémiques et controverses. Je pense que ce qui manque peut-être à M. O'Toole dans cette campagne, c'est une forme de courage. C'est-à-dire, bon, sur le fond des choses, qu'il réponde au-delà de ses slogans, ça lui ferait pas de mal. Parce qu'en dernière instance, quand on donne l'impression de toujours, justement, être un peu inhibé et à se réfugier dans les slogans, on a l'air impuissant. Mais vous parlez de courage, là. Moi, je parle dans son cas, il a été pas mal courageux d'aller carrer contre une aile de son parti. Ça, c'est une forme de courage, certainement une forme d'audace. Et Mathieu, peut-être même que c'est téméraire, on va le voir bientôt. J'en parle par courage dans la capacité, dans la campagne, de sortir des slogans attendus qu'il nous propose. On pourrait le demander aussi à M. Trudeau, soit dit en passant. Ce serait pas mal. Mais je pense que lui, dans les circonstances, puisque c'est le challenger, comme on dit à Paris, puisque c'est le challenger, je pense qu'il a tout intérêt, me semble-t-il, à faire un pas de plus, à montrer qu'il n'est pas complexé dans sa campagne. Je trouve que c'est sa part manquante. Bon, évidemment, nous avons le plaisir d'être ensemble aujourd'hui en cette fête du travail au pays. D'ailleurs, bon congé, tout le monde à l'écoute. Évidemment, les chefs politiques en ont profité pour y aller de nouvelles ou de recycler d'autres promesses pour les travailleurs. Vous avez vu, entre autres, Jack Meeting qui promet d'augmenter le salaire minimum 20 à 20 $ de l'heure au minimum. Pourquoi pas 30 en passant? Un coup parti, 40, ça aurait pu être 40. Alors voilà. C'est un chiffre sorti d'un chapeau. Justin Trudeau qui promet, lui, de protéger les entreprises. Remarquez, c'est recyclé, là, il fait dans le recyclage, protéger les entreprises contre des poursuites, là, eu égard au passeport vaccinal. Le Bloc réclame une réforme de l'assurance-emploi. Les conservateurs de doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, elle-ci, évidemment, c'est comme une bouillabaisse de promesses aujourd'hui. Au fond, est-ce que les partis n'ont pas déjà mis leur étalage devant les Canadiens et le reste va rester des débats là, sur qui va créer la meilleure ou la moins pire des impressions? Définitivement. Donc, il reste seulement 2 semaines. Les partis ont dévoilé leur plateforme. Donc, moi, je vois 2 gros enjeux. Là, donc, la pandémie. Alors, il y a 2 visions qui s'affrontent sur la pandémie. Donc, on intervient. Est-ce qu'on protège justement, comme les libéraux le proposent, les entreprises des poursuites, donc vaccination obligatoire, passeport vaccinal, etc. Versus, de l'autre côté, Erin O'Toole, qui, lui, ce sont plus les libertés. Donc, on va faire de la sensibilisation, voir. Puis, donc, les tests rapides, il n'y aura pas d'obligation. Donc là, il y a vraiment, je trouve, un enjeu là, où les gens vont se positionner. Puis ensuite de ça, les politiques sociales conservatrices, c'est certain qu'on va continuer d'en parler. C'est pas terminé les armes à feu. Puis par exemple, le dossier des garderies, on a là encore une vision assez sociale de l'enjeu parce que, bon, au Québec, on veut un système de CPE, donc où on va amener tous les enfants. Puis donc, c'est un système là, collectif versus la vision conservatrice où là, dans le fond, c'est le retour de la femme à la maison. On t'envoie ton chèque, puis il n'y a rien de structurant pour la société. Donc ça aussi, ça va être un autre enjeu à surveiller. Et ça, c'est une question d'idéologie, d'approche différente. Nous avons un clivage. Mathieu, tu disais, au fond, pourquoi est-on plus dur à l'égard des conservateurs que des libéraux ou des autres partis politiques? Donc, on vous parlait de la déclaration du député Curec. Parlons maintenant de Martin Franqueur, ancien chroniqueur au Nouvelliste, qui est candidat libéral dans Trois-Rivières. Un des comtés qu'il faudra surveiller le 20 septembre. C'est Yves Lévesque qui est là, n'est-ce pas? Yves Lévesque pour les conservateurs, qui avait fini 3e, on s'en rappellera quand même. Et le Bloc a Létitien Villemur là, comme candidat. Donc, c'est une lutte qui est très, très serrée. Donc, Martin Franqueur, évidemment, que les paroles s'envolent et les écrits restent, dit-on. Donc, Martin Franqueur écrit dans le Nouvelliste le 10 février 2017, en parlant de la vice-première ministre actuelle, qui est maintenant, évidemment, sa coéquipière. En parlant de Mme Freeland, donc, ce sont, en parlant d'elle, des propos qui nous amènent à nous demander si la ministre a simplement manqué de jugement ou si elle est une épaisse de première classe. Luc, c'est agréable dans une campagne électorale quand ça ressort, ce genre de choses. Mais je trouve ça tellement clownesque et bizarre, tu comprends? Ce gars-là, il écrit. Personne ne l'a lu? Comment ils font pour vérifier les candidats? Il n'y a personne qui a regardé. Écoute, c'était dans le journal, t'as pas besoin de gratter longtemps. Le gars, il dit que c'est une épaisse de première. C'est la numéro 2 du gouvernement Trudeau. Et tout le monde s'entend pour dire que quand Trudeau va partir, ça va être une des 2, 3 qui vont s'essayer pour lui succéder. Une épaisse de première? Allô? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas lu son article? Êtes-vous malade? Il y a 2 choses là-dedans. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, il devrait avoir une meilleure surveillance des candidats, voir ce qu'ils ont dit. De l'autre côté,
moi, je trouve qu'on est dans cette espèce... Le drame d'Internet aujourd'hui, c'est que c'est une société où ce que tu as écrit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 4 ans, c'est comme si tu l'avais écrit la journée même. Donc, c'est une société hypermnésique, avec une espèce d'hyper-mémoire, une société sans pardon. Le type s'est permis une espèce de saillie polémique dehors, pas très bonne. Franchement, c'est une espèce de... C'est plutôt bas de gamme comme saillie, mais quoi importe. Et là, on lui rappelle ça comme s'il venait de le dire la veille. Moi, ça m'embête un peu, cette espèce de manie aujourd'hui de fouiller dans le passé des candidats. On se rappelle, à l'autre campagne, on fouillait dans les likes des candidats. Qu'est-ce qu'il a liké? Qu'est-ce qu'il a liké de pas correct? Et ainsi de suite. À un moment donné, je pense que c'est ce genre de polémique-là. Ensuite, il n'aurait pas dû parler de même. Ça me paraît évident. C'est pas très éclairé. Mais avec la société où tout le monde aujourd'hui se disperse sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on se dirige vers un monde où plus personne n'aurait été candidat parce que d'une manière ou de l'autre, s'il sera permis un propos exagéré, là c'est vraiment exagéré, cela dit, d'une manière ou de l'autre dans sa vie. Je pense qu'on devrait, de ce point de vue-là, être un peu moins sur le mode, justement, de la vigilance absolue, du contrôle de chaque like ou chaque parole ou chaque déclaration qui a pu avoir lieu les 15 dernières années. Ça oxygénerait un peu. Moi, je partage beaucoup le propos de Mathieu, mais moi, ce qui me dérange dans le propos de Martin Franqueur, c'est, je veux dire, une épaisse de première classe, ça se dit pas. Donc, comment cette personne-là peut justifier d'avoir tenu des propos aussi disgracieux envers une autre personne, là, en l'occurrence Mme Freeland. Donc, qui peut avoir eu un désaccord sur des contenus il y a 5-10 ans. Moi, je trouve que ça passe. Le problème, c'est le manque de classe nette de ce candidat. Donc, il va devoir vraiment s'excuser. Parlant de déclarations qui attire l'attention. Avez-vous vu en fin de semaine, Yves-François Blanchet s'épanchant sur diverses relations, ses perceptions par rapport notamment aux politiciens et politiciennes québécoises sur la scène. Ce qu'il a déclaré à propos de Mme Anglade, chef du Parti libéral du Québec, là, revoyons ça. Évidemment, il y a des affinités sur les convictions indépendantistes avec le Parti québécois, souvent sur des enjeux précis aussi. J'ai peu de contacts directs avec François, même si on se connaît depuis longtemps parce que, bon, il est encore plus occupé que moi. J'ai pas de contact avec Québec solidaire. J'ai peu de contact avec Mme Anglade, mais je vous avoue que j'aime beaucoup Mme Anglade. Je trouve que c'est une femme fort pertinente. Ben, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire ça, là? Non, c'est pas ça l'enjeu. C'est que Yves-François Blanchet veut tellement se dépéquiciser, il veut tellement se détacher de la marque péquiste qu'il multiplie les flirts les plus inattendus. Je veux dire, je comprends. Là, Je pense que la communication avec Paris... Oh, pardon, oui. OK, voilà. Mathieu, je pense qu'on t'entend. Paris, oui, vous m'entendez? Allez-y. Paris est là. Donc, non, la stratégie est trop explicite. C'est écrit au crayon feutre, c'est-à-dire... Mais sais-tu pourquoi il a adopté... Mathieu, sais-tu pourquoi il a adopté cette stratégie-là? C'est parce que le discours péquiste de la séparation, ça marche plus. Fait que s'il veut aller faire campagne là-dessus, il va se faire battre. C'est pas compliqué. Il y a une chose. Il y avait, la semaine passée, l'étape, c'était on se rapproche de la CAQ. OK. Mais là, quand on veut montrer qu'on aime à ce point tout le monde, qu'on se rapproche même des libéraux, c'est que là, on ne fait pas juste s'éloigner du PQ, c'est qu'on se donne à tous à la manière du donneur universel. Or, me semble-t-il que M. Yves-François Blanchet aurait tout avantage à s'ancrer clairement dans le camp bleu. Le camp bleu, c'est les souverainistes et les autonomistes. Nul besoin, me semble-t-il, de faire des flirts exagérés avec les libéraux. Là, parce que là, il est en train de perdre toute saveur. À force d'embrasser tout le monde, on finira par embrasser personne. Mais moi, je continue de penser, pourquoi est-ce qu'Yves-François Blanchet ne touche pas au cœur de ce débat-là, l'indépendance du Québec versus le Canada? Parce que ça pogne pas, Mathieu. Ça pogne plus. Ils n'embarquent plus dans ça, les gens. Me semble que c'est simple. Ben oui, mais Luc serait le premier à lui reprocher s'il faisait une campagne sur l'indépendance d'être complètement déconnecté. Ben, je n'ai pas de reproche à y faire. Je vous dis que je le trouve bon. Je trouve que c'est un excellent communicateur. Par ailleurs, je suis en complet désaccord avec la prémisse de base. Non, un instant. Moi, sur ces questions-là, chez Yves-François Blanchet, moi, je lui ai reproché de ne pas faire une campagne où il assumait la question de l'indépendance. Et je partage pas ton pessimisme ou ton optimisme selon ton point de vue. Je pense que la question nationale travaille davantage qu'on ne le dit les Québécois. La laïcité, je sais que tu es contre, les Québécois sont massivement pour. Sur toutes ces questions-là, il y a un véritable appui chez les Québécois. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y aurait de l'espace pour qu'il s'ancre clairement dans le grand arc bleu, souverainiste, autonomiste, le grand axe de l'identité, laïcité, langue française, qu'il assume tout ça. Et c'est à peu près ce qu'il faisait. Puis il se ferait laver à l'élection, puis ça ferait notre affaire, parce que moi, j'ai toujours pensé que voter pour le Bloc, c'est comme voter dans le vide. J'envoie un gars à Ottawa ou une femme, puis sa job, c'est de bouder.
Rien à voir avec les décisions qui te concernent. Rien à voir autour de la table du Conseil des ministres. Rien. Je boude. Ben, je trouve ça ridicule. Mais la dernière législature te donne tort, Luc, parce que le Bloc québécois, parce que le Québec a fait beaucoup de gains dans les 2 dernières années avec le gouvernement du Québec. Donc, évidemment, la force de François Legault et de la CAQ a beaucoup apporté, mais d'avoir des députés... Ça n'a rien à voir avec Blanchard. D'avoir des députés bloquistes et surtout que les libéraux ni les conservateurs aient des sièges au Québec. Donc, maintenant, ils sont en mode séduction envers le Québec, ce qui n'aurait pas été le cas si le Bloc était faible. Et moi, j'inviterais Luc à faire preuve d'un peu d'ouverture sur le monde et se dire que... Manifestement pas, parce que dans tous les pays plurinationaux, là où il y a des nations minoritaires, qu'on soit en Écosse, en Catalogne, la nation minoritaire a toujours un parti nationaliste au sein des institutions communes. Et ce serait faire preuve d'un provincialisme vraiment étroit que de dire que notre seul choix, c'est les Bleus d'Ottawa, ou les Rouges d'Ottawa, ou les Oranges d'Ottawa. C'est normal que les nationalistes québécois aient une voix à Ottawa. C'est juste normal. On est dans un pays... Regarde, Mathieu, au-delà de tous les grands rêves et les affaires, moi, je pensais qu'on votait pour un parti qui allait m'offrir des choses qui vont rendre ma vie plus agréable, plus facile pour mes enfants, pour l'éducation, tout ça. Toi, tu veux qu'on fasse une espèce de grand blablabla à propos du nationalisme, qui est un thème complètement dépassé. C'est un thème qui est complètement usé, mais si ça peut te rendre heureux, continue. François Legault à Québec, Moi, sur cette question-là, j'ai la persistance de l'écureuil. Et sur cette question-là... T'as fait exprès de parler d'écureuil. T'as voulu... Mathieu, c'est pas gentil. Je gruge et je ronge. Alors, sur cette question-là, ce qui me semble nécessaire, c'est que les nationalistes québécois rappellent à Ottawa que structurellement, ce pays-là, sur des questions de fond, la laïcité... Oublie pas que t'as pas le droit de chasser les écureuils, tu le sais. C'est ça. Mais là, je vais vous arrêter. T'as le droit de les chasser, tu le sais, Mathieu. Je vais vous arrêter tout de suite. Tels des écureuils, mettez vos arguments en réserve, non pas pour l'hiver, mais pour la joute qui se poursuit dans un instant. On va aller retrouver entre-temps le camarade Pierre Bruno qui est à la barre, bien sûr, de 17h ce soir. Paul. Salut, Pierre. Paul, d'abord, je dois vous féliciter parce que je viens de visionner l'émission 19 minutes, le commandant Piché. Je pense que les gens qui vont surveiller ça ce soir vont suivre ça. Beaucoup d'émotions, mais c'est un rappel historique tout à fait, vraiment dans le détail et tout. C'est très bien raconté. Il y a beaucoup d'émotions. Bravo pour cette émission que je vous invite tout le monde à ne pas manquer ce soir. Ah, merci, Pierre. Par ailleurs, on va aller faire un tour du côté de Matane. Bien sûr, il y a une accusation qui est une seule pour le moment qui est portée contre le père qui a enlevé son enfant de 3 ans. La juge à la retraite, Nicole Gibault, sera avec nous. Nous expliquera d'abord pourquoi il n'y a qu'une seule accusation. Il n'y a pas d'accusation pour enlèvement de l'enfant. Pas encore de portée. L'enquête se poursuit, bien sûr, aussi. Et depuis qu'il est arrêté, on ne peut plus ni le nommer, ni nommer l'enfant également. On vous explique tout ça tantôt. Merci, Pierre. Bon bulletin. Ne bougez pas. Dans un instant, on va revenir sur la manifestation des anti-mesures, des anti-masques, des anti-vaccins. Ils étaient des milliers et des milliers quand même dans les rues de Montréal en fin de semaine. Et les talibans qui ont pris le contrôle total de l'Afghanistan maintenant, qu'est-ce que ça va signifier pour l'Occident et pour nous ici au pays? Dans un instant, à la joute. C'est quoi le meilleur aspect de la fête du travail? Ne pas travailler! Pour vous aider à bien profiter du dernier long congé de l'été, ce week-end, Roy et Martineau paient les 2 taxes sur une foule de produits. Et on vous offre la livraison gratuite. Roy et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Ceci est un appel urgent du HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Votre aide est nécessaire maintenant. Vous avez vu les informations. Des mères et des enfants vulnérables souffrent en ce moment. Ils ont besoin d'un abri, de nourriture et d'eau potable. S'il vous plaît, n'attendez pas, parce que les familles ont peur et ont besoin d'un soutien vital maintenant. Donnez ce que vous pouvez aujourd'hui. Appelez le 1-888-336-0363 ou visitez aideafghanistan.ca maintenant pour faire un don. Prête pour la nouvelle saison? Mais ça, t'as hâte de voir le nouveau studio? Oui, mais j'ai encore plus hâte de retrouver le public. Ah, ça va faire tellement de bien! Allô, vous deux? Max! Petit cocktail? Merci. Bonne saison? Toi aussi. Ça finit bien la semaine. Vendredi 19h dès le 17 septembre.
Vous détestez arriver à la maison dans l'obscurité totale et tous ces bruits n'ont rien pour vous rassurer. Les systèmes d'éclairage extérieur coûtent une fortune et maintenir l'éclairage la nuit fait gonfler les factures d'électricité. Il vous faut le système d'éclairage par détecteur de mouvement Bionic Spotlight de Bell & Howell. Il s'active automatiquement dès qu'il détecte des mouvements et s'éteint dès que cesse l'activité. Il fonctionne à l'énergie solaire. Aucun câblage ni batterie. Il suffit de placer le panneau pour capter les rayons du soleil et le tour est joué. Le panneau emmagasine l'énergie solaire pendant la journée et conserve suffisamment de puissance pour procurer un éclairage pendant toute la nuit. Le Bionic Spotlight ressemble à une caméra de sécurité, mais il s'agit plutôt d'une lampe munie d'une technologie de reconnaissance de mouvement. Le détecteur capte immédiatement les mouvements et les 8 ampoules Adel Bionic Spotlight éclairent toute une surface de 600 pieds carrés. L'éclairage est maintenu tant qu'il y a des mouvements et s'éteint ensuite 30 secondes après que le calme est revenu. Fini les retours à la maison dans la noirceur. Éclairez les entrées et les escaliers pour vos invités. Illuminez votre jardin ou la cour pour vos enfants ou vos animaux. Tout aussi efficace pour le terrain de jeu ou les espaces de rangement. Vous pouvez dépenser des centaines de dollars pour un système d'éclairage extérieur ou économiser tout autant avec le Bionic Spotlight pour seulement 29,95 $ et la livraison est gratuite. Peu importe la saison, le Bionic Spotlight résiste au mauvais temps et est protégé par une garantie de 5 ans. En cas de problème, retournez-le pour un remboursement complet. Mais attendez, si vous commandez maintenant, nous doublerons l'offre. Vous recevrez un deuxième Bionic Spotlight, ne payez que des frais séparés. 2 Bionic Spotlights et notre garantie de 5 ans pour un seul bas prix. Et la livraison est gratuite. Informez-vous au sujet du rabais aux entrepreneurs pour l'ensemble de 6 langues. Le Bionic Spotlight répond à vos besoins, c'est garanti et voici ce qu'il faut faire. Appelez au numéro affiché à l'écran ou visitez-nous à achetezbionicspotlight.ca pour obtenir 2 Bionic Spotlight. La livraison est gratuite, ne payez que des frais séparés. Commandez maintenant. Bonjour, Sean. J'aimerais tellement que tu sois là. J'aime Léa, mais on peut pas être ensemble. On a peur que la vie ne soit plus jamais pareille. Je veux que ce cauchemar s'arrête. Merci, docteur. Je peux raccrocher maintenant? Le Bon Docteur, jeudi 20h dès le 16 septembre. Une présentation de l'événement 45 jours de Gréchy-Scaf. C'est quoi le meilleur aspect de la fête du travail? Ne pas travailler! Pour vous aider à bien profiter du dernier long congé de l'été, ce week-end, Bro et Martineau paient les 2 taxes sur une foule de produits. Et on vous offre la livraison gratuite. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Vous êtes en forme, les jouteurs, aujourd'hui. Luc, c'est un peu comme si tu n'avais pas pris de vacances. Ça revient. Même Mathieu est là, puis ça m'inspire. Déjà, je sens. Revenons, voilà qui promet. Je suis s'amuse. Voilà. Et nous, on s'amuse. Revenons à ce qui s'est passé en fin de semaine. Hier, des milliers et des milliers de personnes manifestaient dans les rues de Montréal pour protester contre la vaccination, éventuellement obligatoire dans le secteur de la santé, le passeport vaccinal et autres mesures. Revoyons ça. Là, qu'est-ce qu'il fait, Legault et compagnie? C'est pas le peuple en deux. Ça, c'est vraiment pas bon. Moi, je me ferai pas vacciner, même si, mettons, je perdrais mon emploi ou quelque chose. Mon corps, mon choix. Je suis convaincue que c'est un traitement expérimental et on n'a pas de données, on n'a pas de recul par rapport à l'injection. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je ne fais pas du tout confiance. Je les appuie vraiment pas, puis je suis pas gênée de leur faire le pouce par en bas. Parce qu'eux autres, quand ils vont se ramasser à l'hôpital, là, c'est notre système qui va payer pour eux. Mais ça, il y a des gens qui attendent des opérations depuis des mois, des années même, puis ils prennent la place des gens qui sont prêts qui attendent leur opération, puis ils n'en auront pas à cause qu'eux autres vont se contaminer aujourd'hui. Fait que ça m'enrage. Si, je trouve que ça met bien la table pour l'ensemble des arguments. Quoi penser des gens? Il y en a encore plusieurs centaines de milliers au Québec qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas se faire vacciner. Est-ce que quelque chose peut être fait pour les convaincre ou les obliger? Je ne sais pas. Moi, je te dis qu'on est rendu au point où on me demande de les respecter, de les écouter, d'avoir une oreille attentive, et patati et patata. Ils disent toujours les mêmes niaiseries. Tu viens de les entendre, là, c'est pas de bon sens. Puis j'en reçois par email, puis j'en reçois aussi par mon Facebook, tout ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? Tu les écoutes parler, tu dis, mon Dieu, il n'y a rien que je peux leur répondre, là. Je suis faite, là. Elsie, comment tu Bien, surtout que, tu sais, c'est des gens qui ne croient pas en la science et ou qui ont des
des croyances religieuses notamment. Puis bon, il y a quelques personnes qui sont juste négligents. Mais donc, ça ne tient plus la route. Comment on peut paralyser une société entière pour ces raisons-là? Mais l'enjeu, par contre, c'est qu'ils sont quand même une masse à y croire profondément. Et donc, si on est trop rude, bien, ça fait que braquer les gens, puis ça peut avoir des conséquences pour le futur. Mais en même temps, je pense qu'il n'y a plus vraiment de patience dans la population. Puis la dame l'exprime bien, tu sais, par rapport aux hôpitaux notamment, puis aux gens. Oui, on dit que ça bloque les hôpitaux, mais c'est surtout les malades, tu sais, les cancéreux. Tu sais, il y a des gens là, sur les listes d'attente, c'est du sérieux. Donc, dans les écoles, par exemple, donc on va tolérer de fermer des classes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés à l'université, au cégep, au secondaire, parce qu'il y aura eu des parents qui auront été négligents. Donc, moi, je pense les mois vont passer, puis il va y avoir une rupture importante. Ça s'est vu aux États-Unis. Puis peut-être même dans la campagne électorale présente, on a juste 2 semaines, donc on n'aura peut-être pas assez de recul, mais l'élection fédérale amène ces enjeux-là. Donc, quand Justin Trudeau nous parle vaccination obligatoire dans les avions, dans les trains, dans les emplois, donc qu'est-ce que répond à ça Erin O'Toole? Donc, lui, la liberté à tout prix, puis en contrepartie, une paralysie de la société. Je suis pas sûre que ça passe encore le cap. Si on place ça dans le contexte plus large, Mathieu, tu as vu la lettre ouverte du ministre Dubé vendredi, oui, dans laquelle, au fond, il nous annonce, c'est la fin de l'illusion que la vaccination va nous permettre de reprendre une vie vraiment normale. C'est un peu ça que le ministre Dubé... au fond, il prépare le terrain. À quoi s'attendre du gouvernement, là, parce que c'est pas arrivé de manière impromptue, cette lettre-là. Il prépare le terrain à quoi? Moi, alors, j'ai trouvé que c'est une lettre très importante, même si j'en tire pas les mêmes conclusions que le ministre. C'est-à-dire, il faut effectivement apprendre à vivre avec le virus. À l'horizon, on ne voit pas l'immunité collective qui permettrait de se dire, mais finalement, on ferme la parenthèse COVID. Le problème, c'est que pour certains, vivre avec le virus, ça veut dire s'habituer aux mesures sanitaires exigeantes, contraignantes, permanentes. Pour d'autres, et moi je suis de l'autre école, je le confesse, il faut s'adapter, tout simplement. Donc, il faut que le système de santé s'adapte à l'existence de cette maladie nouvelle. Il faut que le système de santé trouve des ressources et des moyens pour s'adapter à ça, mais il faut accepter une plus grande part de risque dans une société où la liberté doit retrouver ses droits. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui se moquent du mot liberté en disant liberté. Les libertés, c'est essentiel. Je trouve qu'on est étouffé, me semble-t-il, par cette espèce de psychologie sanitaire qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours la menace d'un reconfinement à l'horizon. Il y a toujours la menace d'un resserrement des mesures. Non, le vaccin, globalement, malgré ses limites, fonctionne. La question, c'est pas de savoir s'il y a des cas qui se multiplient, c'est de savoir si le système de santé explose à nouveau. Si le système de santé n'explose pas, il faut accepter l'idée que cette maladie-là, pendant quelques années, va peser dans notre société et vivre avec la COVID, c'est vivre avec cette idée qu'il y a un peu plus de risques liés à notre liberté. Mais, je précise, moi, je suis hyper pro-maxi-vaccin. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a aucun doute sur ça. Pour ce qui est de toutes les mesures avec lesquelles on joue, comme si finalement on pouvait toujours compresser ou non notre existence, puis avec toujours un confinement à l'horizon, ça, je pense qu'on doit rompre avec ça. Donc, il faut à la fois plaider radicalement pour le vaccin et se dire que de l'autre côté, vivre avec la COVID, c'est vivre avec une société où on doit réapprendre à vivre en toute liberté, quand même de manière maximale. Luc, comment tu vois ça? Parce que le problème, c'est que lorsque le système de santé commence à être débordé, il est trop tard. Parce que c'est fulgurant, surtout avec le variant Delta. Là, on voit en 2 semaines, regarde ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande, par exemple. Ils ont perdu le contrôle en très peu de temps. Et il y a d'autres exemples en Floride. Mais le problème, et je m'éloigne un peu du sujet local, mais le problème, c'est que le virus est mondial. Il est planétaire. Seules les nations riches peuvent se permettre des vaccinations à haut volume, comme on le fait au Québec, comme on le fait partout ailleurs dans le monde, comme ils l'ont fait aux États-Unis jusqu'à temps qu'ils frappent le mur des récalcitrants. Je pense que ce qui manque dans la recette, là, c'est qu'il faut que les nations du monde se mettent ensemble pour faire disparaître la maladie ou pour vacciner autant d'Africains, autant de Latino-Américains, autant... Il faut qu'on mette un fric fou. Parce que c'est là que ça va arrêter. Sinon, ces pays-là vont demeurer des espèces d'incubateurs à de nouveaux variants, puis ils vont nous arriver, puis les vaccins réussiront pas à les bloquer. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument, puis c'est pas facile, j'en conviens, mais il faut absolument que les pays riches comprennent que c'est dans leur intérêt, dans notre intérêt, de faire en sorte que tous les pays du monde soient vaccinés. Comment vous accueillez la décision du gouvernement canadien de maintenir la décision de rouvrir demain les frontières aux voyageurs, là, ce n'est plus pour des voyages non essentiels,
avec des conditions, là. Test négatif et la double vaccination. Mathieu, t'en dis quoi, toi? Ben, je trouve que ça va de soi. C'est-à-dire, à un moment donné, restaurer une société à peu près libre, c'est une société où on peut sortir, voyager, revenir chez soi. Si on a le test, si on est double vacciné, mais pour peu qu'on croit minimalement au vaccin, pour peu qu'on croit minimalement au test, ça doit venir avec des libertés, cette affaire-là. Parce que si on doit à la fois avoir et la vaccination, et le test, et le passeport, et pas de liberté, mais ça devient absurde. Puis est-ce qu'on va se faire refaire le coup à Noël de vous ne pouvez pas voir vos proches, votre famille, et ainsi de suite? Je veux dire, là, à un moment donné, il faut que ça arrête. Moi, j'appelle ça sortir psychologiquement et mentalement de la COVID. C'est-à-dire, la COVID, c'est un élément maintenant de notre actualité. Ça fait partie du portrait. Ça ne peut plus être la seule trame de fond de notre vie collective. Donc, si on... Puis, encore une fois, moi, je suis fasciné. Plus je reviens là-dessus, en fait, plus j'y pense, plus ça m'obsède. Le confinement, tel qu'on l'a vécu, ça doit être comme la bombe atomique. Une fois utilisée et plus jamais ensuite. En fait, deux, on le sait, mais je veux dire, j'entends un moment. Et ensuite, là, plus jamais. Le confinement ne peut pas être normalisé. Ça ne peut pas devenir une méthode normale de gestion de la santé publique. Non, parce que les gens vont devenir fous. Non, mais je pense qu'ils le sont déjà devenus à certains égards. Dire, la crise de la rationalité liée au vaccin, moi, ça me fascine. C'est-à-dire que le vaccin, c'est un geste politiquement neutre, le vaccin. Certains l'ont idéologisé. Certains y ont vu une espèce de... Ils mettent de la mauvaise passion politique. Moi, je pense que le confinement, ses effets psychologiques, mentaux, culturels, sociaux, sont à ce point lourds qu'il faut éviter à tout prix le retour à de telles options. Mais, je le reviens, si test COVID, les 2 doses. La 3e, elle viendra. Parfait, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en échange, l'envers de ça, c'est que les libertés ne sont plus... on ne peut plus jouer avec elles. Le passeport vaccinal, ici, donc, bon, ça mine de rien, il est comme entré déjà dans les mœurs. On est à peine le 6 septembre. Et on regarde sa mise en application. Au fond, on ne pose pas trop de problèmes. Ça aussi, il faut s'habituer à vivre avec ça pour un avenir prévisible. Oui, d'autant plus que je pense que ça prend une période de grâce, comme dit Mathieu, surtout pour les gens qui se sont fait vacciner, donc qui participent à l'effort collectif. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve, mais tu sais, dans les 6 prochains mois, si on voit qu'il y a une recrudescence, on n'aura peut-être pas le choix de revenir à certaines mesures. Mais c'est certain qu'à l'heure actuelle, moi, je suis sortie là, cette fin de semaine. Bon, le passeport, tout le monde était heureux de le montrer. Les endroits que j'ai fréquentés étaient bien achalandés. Donc, j'ai pas vu de problème. J'ai vu des gens heureux de montrer qui participaient à l'effort collectif. Puis c'est là un peu où le message de Christian Dubé vendredi est un peu pessimiste. Donc, on a le sentiment qu'on fait un effort, qu'on arrive à la zone payante, puis tout d'un coup, on nous dit, bien, finalement, le vaccin, ça ne changera pas vraiment la donne, il faut s'habituer à vivre avec, alors qu'on commence à peine à voir les résultats de cet effort-là, puis à voir des récompenses, parce qu'on a été dans le punitif, et là, on arrive à la période récompense, et donc que la population puisse en bénéficier un peu avant qu'on tape sur le clou. Parce que là, il y avait un peu de ça, effectivement, dans la lettre de M. Dubé de vendredi. Au fond, c'est un peu comme si on faisait reculer la ligne des buts au football. Là. Tu sais, le joueur arrive et la ligne des buts recule au même moment. Mais en même temps, c'est un constat qui est réaliste. Ouais, brutal, mais réaliste. Je ne sais plus si c'est M. Legault ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais ça résumait bien l'affaire. Nous sommes devant une pandémie de gens non vaccinés. Et ça a des répercussions énormes. D'abord, ce sont des jeunes maintenant qui sont hospitalisés dans la trentaine pour des raisons que des médecins sauraient mieux expliquer que moi, parce qu'ils l'ont fait par ailleurs à quelques endroits. Ça fait que c'est plus long. C'est plus long parce que la maladie, je ne sais pas exactement pourquoi, semble s'incruster davantage. Et là, nos espèces de têtes brûlées, là, liberté, puis ces patentes-là, ils se rendent pas compte que ça va être leur fils, puis leur fille, puis tout ça. Quand on va rentrer là-dedans, ça va pas être drôle. Et ça s'en vient plus tôt que tard, là, si on comprend. On est dedans, là. On est en plein dedans, ça monte comme ça, là. Mais c'est à ce moment qu'il doit y avoir une prudence, je crois, gouvernementale. Christian Dufour, qu'on connaît, qui est un intellectuel, qui est une figure assez importante du débat public, a écrit un texte très important il y a quelques jours, je crois, peut-être une semaine, où il disait, là, il y a un débat de fond qui réapparaît dans notre société entre la sécurité et la liberté. Et là, la question, c'est de savoir si, au nom d'une sécurité sanitaire maximale, il faut considérer que les libertés, désormais, sont friables. On peut les suspendre comme ça parce que le gouvernement a un peu peur que ça monte d'une manière ou de l'autre. Vivre avec la COVID, puis moi, je pense que la formule est forte, puis le ministre Dubé a eu raison de dire ça. Vivre avec la COVID, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter, pour un temps que cette maladie-là va faire des
je dirais pas des ravages, le terme est peut-être exagéré, mais va faire des dommages. Va faire des dommages et le système de santé doit s'adapter à cette réalité, mais on ne peut pas demander à la société chaque fois de suspendre son existence pour faire survivre un système par ailleurs dysfonctionnel. Donc vivre avec la COVID, ça veut dire accepter plus de risques. Ça veut pas dire accepter moins de liberté, ça veut dire accepter plus de risques. Puis moi, je vois quelque chose de beau, cela dit, le commun des mortels a déjà compris ça. Moi, j'ai compris qu'on sortait mentalement de la COVID un peu quand j'ai vu les gens recommencer à s'embrasser, à se serrer la main, à faire la collade. Et à se donner la main. Moi, je le vois. Quand on se serre la main, il y a presque le tri véritable est là. Est-ce qu'on fait juste se toucher le poing comme ça, comme des bizarres, ou est-ce qu'on se serre la main comme on s'est toujours serré la main? Pour moi, je trouve que le commun des mortels a commencé le vrai déconfinement, c'est le retour à la vie. Mais moi, je partage beaucoup de ce que tu as dit, mais en même temps, il faut quand même revoir le paradigme. Pourquoi la liberté serait pour ceux qui ne participent pas à l'effort collectif, donc les anti-vaccins, alors que les 80 % de la population qui ont participé, qui se sont fait vacciner, eux aussi veulent vivre dans la liberté. Donc, de présenter le passeport vaccinal, c'est vu par les opposants comme un manque de liberté. Mais pour ceux qui participent puis qui présentent le passeport vaccinal, c'est la liberté. C'était d'ailleurs le message de la CAQ au départ de la campagne de vaccination, de dire le vaccin, c'est la liberté. Donc, il faut faire attention à cette trame de fond d'un débat philosophique qui change les paradigmes de place. La liberté, c'est le vaccin. Mais est-ce vraiment un débat philosophique? Tu sais, moi, là, quand j'ai commencé à voyager, je suis probablement le plus vieux de la gang, dites-le pas. Quand j'ai commencé à voyager, là, pour aller en Europe, exactement. Ailleurs, ça prenait un passeport, un livre jaune. C'est encore le cas dans bien des pays. J'ai cherché si j'avais le mien, je le trouve plus. Tu avais un carnet jaune, puis ça disait que tu avais été vacciné pour la fièvre jaune, pour je sais plus quoi. Ben, coudonc, c'est quoi l'affaire de débat philosophique? C'est juste une répétition de ce qu'on faisait autrefois. C'est-à-dire, on peut avoir, je crois, puis ça je le dis, on peut avoir des réserves de fond qui ne sont pas que pure théorie, spéculation et nuages lointains sur le passeport vaccinal. J'ai tendance à croire que ce que je redoute, je l'ai déjà dit à l'émission, c'est que ce passeport survive à la crise. Ça, pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est... on a une raison légitime de s'inquiéter du principe de la traçabilité générale d'un point de vue gouvernemental. Mais qu'est-ce que tu as à cacher? Montrer que tu es vacciné? Non, mais on s'en fout. Non, je parle pas de ça. Je dis que là, on a la crise. Moi, ce que je dis, c'est que je crains qu'il ne survive à la crise. On a déjà, par exemple, je l'ai déjà dit, des écolos qui nous disent « Ah, c'est très bien, ça, on va pouvoir utiliser ça pour limiter les voyages des gens, pour ci, pour ça. » On va pas vers ça. Mais ce que je dis, c'est que le propre de l'instrument de contrôle, c'est, en dernière instance, de survivre à son instauration. Rien n'est plus durable qu'une mesure temporaire. C'est vrai. Malheureusement, Mathieu a raison. Les gouvernements n'ont pas tendance à acheter aux poubelles ce qu'ils ont fait puis qu'ils ont construit puis tout ça. Ça s'applique à quasiment tout. Si tu regardes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le tas de choses qui ont été mises en train pour relancer l'économie, c'est toujours en place aujourd'hui. Il y a encore des institutions fédérales. Et rappelons la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est persécuté à montrer une preuve de vaccination. On sait qu'on a 18 ans, qu'on va dans un bar. Je comprends en ce moment. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que ce débat-là est légitime une fois que c'est dit. Pour moi, la question de fond, au-delà de tout ça, c'est il ne faut plus envisager même la possibilité du confinement. Il ne faut plus envisager l'idée que resserrer les mesures sanitaires, c'est quelque chose de banal. On peut le faire d'une manière ou de l'autre. Il faut se dire que nos libertés retrouvées sont sanctuarisées et sacralisées. Et ça, c'est important. Puis il ne faut pas rire trop du mot liberté. C'est un beau mot quand même, liberté. Non, mais j'en ris pas, j'en ris seulement. C'est les tatas qui l'utilisent pour me dire qu'ils ont des puces 5G dans le corps. Vous appelez ça? Ou tout dépendant où se trouve l'accent tonique sur le mot liberté quand on le prononce. Liberté! Ne bougez pas. Dans un instant, l'Afghanistan, les talibans qui ont pris le contrôle total du pays maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Dans un instant. Première fin de semaine à utiliser le passeport vaccinal. C'est le moment de faire les bilans préliminaires. Je vous en parle au TVA 17h. Bienvenue dans June's Journey. Où sont mes clés? Dans ta poche. Le jeu des objets cachés rempli de romantisme, d'intrigue et de mystère. Où vous devez ouvrir l'œil. As-tu vu mon... Juste là, mon lapin. Pour trouver les plus petits indices, enquêter sur des secrets scandaleux et des crimes terribles. Où sont mes... Je sais pas, dans le micro-ondes? Mes rames? Oui, c'est là qu'elles sont. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Avec Patrice Bélanger, plus de 50 invités. C'est la rentrée TVA. Vous saurez tout. Mais voyons donc! J'ai jamais crié de même. J'ai hâte d'entendre ça. Ça prenait Patrice pour m'expliquer les bonnes affaires. Vous verrez tout. C'est la rentrée TVA.
Je me laisse embarquer par le spectacle. Ça va avoir du fun. Dimanche, dès 19h30. Une présentation de Sélection Retraite et Mazda. Souffrez-vous de douleurs aux jambes et aux pieds, de douleurs arthritiques ou de problèmes circulatoires? Essayez le promoteur de circulation Dr. O maintenant. Mon système stimule les nerfs et les muscles. Il détend les muscles, améliore la circulation sanguine et soulage la douleur. Ce système est recommandé pour soulager les maux aux pieds et les jambes si vous avez des douleurs sciatiques et souffrez de neuropathie et avez un problème de circulation sanguine dans les jambes. De plus, le système du Dr. O soulage les douleurs musculaires. Il suffit d'apposer les coussinets sur la peau pour soulager les tensions au cou et aux épaules, au dos et aux genoux. Il soulage aussi les douleurs aux articulations. Mon système est un appareil neurostimulation. Et grâce à notre technologie exclusive AMP, ce stimulateur émet plus de 300 pulsions automodulées. Ça signifie que vos muscles n'auront pas à subir encore et encore une récurrence neuromusculaire. J'utilise moi-même cet appareil et je le recommande à tous mes patients. Il peut être utilisé avec des médicaments. Il est portable et le soulagement est rapide. Appelez maintenant et obtenez le promoteur de circulation Dr. O pour 5 paiements de 49,99 $. Mais attendez, profitez davantage de cette offre télé, nous assumerons un versement. Donc, seulement 4 paiements de 49,99 $. Vous recevrez en plus une pochette de voyage. Appelez maintenant et votre achat n'en sera qu'amélioré avec 4 coussinets, 2 grands formats et 2 autres pour les soins de pied. Une valeur combinée de 85 $ et c'est inclus et sans aucun médicament. Vous profitez aussi d'une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPAIN et recevez le vaporisateur Pain du Dr. O, ne payez que des frais séparés. Pour vous qui avez visité un chiropraticien ou un physiothérapeute, vous connaissez déjà cette technologie. Vous pouvez maintenant l'utiliser à la maison, ce qui signifie un soulagement rapide là où vous êtes, quand bon vous semble. Appelez maintenant pour obtenir l'ensemble complet avec en prime le vaporisateur Pain, mais vous devez commander maintenant. LCN est maintenant débrouillé pour suivre la campagne électorale. Ça alimente les débats, Raymond. Et tout ce qui vous touche. La démonstration là, que la vaccination fonctionne. Regardez gratuitement LCN pour s'informer, comprendre, agir. Pardon, mademoiselle? Il y a eu des changements importants dans votre vie. Donnez-moi donc des détails. Ouf, je sais pas trop par où commencer, honnêtement. Votre situation a beaucoup changé. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Ah, il y a bien des affaires qui ont changé, là. C'est plus comme avant, là. Vous avez fait d'importants sacrifices pour en arriver là. Expliquez-moi donc ça. Ouais, c'est pas toujours facile d'en parler, mais c'est nécessaire. Avec Denis, tout commence par une bonne question. Denis Lévesque, du lundi au jeudi 20h, sur LCN. Un mot sur la question de l'Afghanistan, parce que c'est géopolitiquement important. Vous avez vu la nouvelle, les talibans disent avoir pris le contrôle maintenant sur l'ensemble du pays, avoir vaincu la poche de résistance menée par les troupes du commandant Massoud, fils de l'autre. Luc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette nouvelle-là? D'abord qu'elle est basée sur absolument rien. Je suis loin d'être sûr que c'est le cas. Mais vous savez, il faut toujours regarder l'Afghanistan comme un conflit interethnique ou interculturel, n'est-ce pas? Alors, vous avez les Pashtuns, qui sont le groupe dominant en nombre, et ce sont eux, les talibans. Hein? Puis vous avez ceux du Nord, là, M. Massoud, là, le commandant Massoud et son père. Ça, c'est ceux qui parlent le perse, qui est la langue de l'Iran à côté. Alors, tu as un pays là, qui est dans un état de désintégration. Tu en as un morceau, c'est-à-dire tout ce qui est Pashtun, là, où il y a Kandahar, tout ça. Ça, comprends-tu, c'est bien plus tourné vers le Pakistan que d'autres choses. Tu as ceux du Nord qui sont tournés vers l'Iran, puis tu as tous ceux qui ont des frontières communes, OK? Tu as la Chine qui a une frontière commune, tu as la Russie qui a une petite frontière commune. Donc, ces grands joueurs-là ont des frontières communes. C'est sûr que les Américains vont se faire tasser du chemin, bien qu'à l'heure actuelle, on voit qu'il se déroule, c'est très évident qu'il y a des négociations qui se déroulent au Qatar
parce que les Qataris se sont fait amis à la demande des Américains avec les talibans. Fait que c'est au Qatar que tout ça se négocie. Par exemple, l'évacuation monstre qu'ils ont faite, ça a été négocié au Qatar. Ouais. Ils en ont laissé 7 ou 8 sortir hier par les voies terrestres. Ça a été négocié au Qatar. Donc, on a encore pour à peu près 3-4 mois avant qu'on sache à quoi ça va rimer tout ça. On arrive au 20e, c'est pas anniversaire, mais ça fera 20 ans le 11 septembre. Commémoration. La commémoration. On va souligner, évidemment, ce moment-là. Mathieu, est-ce qu'il y a encore un risque sérieux que l'Afghanistan, directement ou indirectement, redevienne un sanctuaire à terroristes? Par définition, on est devant un régime islamiste. Ensuite, les talibans sont nationalistes au sens où ils ne sont pas dans l'islamisme d'exportation. Ils sont plutôt dans un régime qui veut imposer la loi très brutalement, la charia, en Afghanistan. Mais une fois que c'est dit, un tel régime ne peut qu'abriter d'une manière ou de l'autre des tendances qui veulent exporter leur conception de l'islam à travers le monde. Donc ça, c'est évident. Ensuite, je pense qu'en Occident, on a tourné de manière un peu étrange ces dernières années la page de l'inquiétude par rapport à l'islamisme. On s'était dit que c'était presque terminé, parce qu'on avait un peu moins d'attentats, parce qu'on les a rapidement oubliés. Il faut juste pas oublier à quel point ça demeure un élément central de l'actualité. Ça demeure un élément central. C'est la menace première de nos sociétés. Au-delà même de l'Afghanistan, me semble-t-il, et les 20 ans du 11 septembre, ça devrait nous amener à garder à l'esprit dans la mémoire le fait que l'islamisme est une menace fondamentale pour notre civilisation, pour nos sociétés. Mais Elsie, on n'a qu'à penser au sort des femmes afghanes en ce moment. Oui, c'est un net recul, puis on le voit, on le voit sur le terrain là-bas. Puis aussi d'un point de vue de politique américaine, Joe Biden, c'est une catastrophe. Donc, célébrer en quelque sorte les 20 ans sur un échec aussi cuisant, je regardais les sondages ces jours-ci, puis à la fois dans le succès de l'opération, puis dans le sentiment de sécurité. Donc, est-ce que les Américains se sentent plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bien, ça continue de persister. Donc, c'est vraiment un échec important qui va suivre Joe Biden très longtemps. Je me permets d'amener des nuances. Je pense pas que ça va faire mal à Biden tant que ça. Biden, il n'y a rien à voir avec le fait que cette guerre-là a eu lieu. Il a eu le courage d'y mettre fin. Puis il fallait y mettre fin. Ça pressait. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est l'échec non seulement des États-Unis, mais de l'ensemble du monde occidental. Biden, je crois, n'est pas le principal victime dans tout ça. Mais de l'associer aux 20 ans. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Rendez-vous à 19h.